La grande caractéristique de la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes, c'est qu'en fait, elle crée des dépendances qui sont extrêmement difficiles à travailler parce qu'elles sont très insidieuses. Et donc, à partir du moment où je disais l'obésité est d'abord une dépendance, j'allais travailler sur AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre bonne santé, ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Claudie Luneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir. Vous êtes psychanalyste et metteur en scène de théâtre et d'opéra, écrivaine. Oui. Et vous êtes là pour nous parler de Je me petit suicide au chocolat, à l'écoute de l'obésité aux éditions Le Nouvel Attila. On va parler d'obésité ce matin. À quoi le titre de votre livre fait-il référence ? Il fait référence à ce qui se produit chez quelqu'un qui a un surpoids trop important et qui, en fait, risque de réduire sa vie de quelques années. Et quand les patients arrivaient au centre médico-chirurgical de l'obésité à Sens, alors ils faisaient plusieurs examens et entre autres, on leur donnait, c'était souvent la diététicienne qui le faisait, un âge biologique du corps, et ils se rendaient compte que l'âge biologique était réduit de quelques années par rapport à l'âge réduit, non, oui. Augmente. Oui, si c'est ça. Oui, ils étaient plus vieux qu'ils n'auraient dû être. Exactement. Et donc, ça les effrayait un petit peu. Donc, ils m'en parlaient tout de suite. Et je disais, mais oui, au fond, c'est un suicide lent, l'obésité. Mais ce n'est peut-être pas un problème. Moi, je conçois très bien qu'on puisse se sentir bien dans un corps très vaste, très, très, très ample, et se dire, même si ça réduit ma vie de quelques années, je l'assume. Ça n'est pas un problème en soi, mais c'est quand le corps se bloque, etc., toutes les pathologies associées qui peuvent venir. Et effectivement, ce terme de suicide, petit suicide, et donc avec beaucoup de patients, ça s'est dit, et où certains pouvaient dire, moi, c'est aux rillettes que je me suicide ou que je me petit suicide. Et voilà. Et donc, ils utilisaient vraiment cette expression de petit suicidé. C'est arrivé avec quelques patients. Oui. Et bien évidemment que le chocolat a dû se présenter. Et donc, j'ai choisi je me petit suicide au chocolat. Parce que je trouve qu'il y a de l'humour aussi dans le titre. Et l'humour, c'est ce qui permet la lucidité. Oui, parce qu'il y a beaucoup de paroles de patients dans votre livre. Et je voulais savoir si c'était quelqu'un qui vous l'avait dit et que, comme vous avez noté beaucoup de ce qu'il vous avait dit, si vous aviez repris la formule telle qu'elle, mais elle vient de chez vous. Oui, en fait. Elle vient de vous. Oui, et en même temps, dans tout ce qu'il y a dans le livre, dans tous les portraits de patients, par exemple, ce sont des phrases que j'ai notées et des milliers de notes pendant 10 ans, mais bien évidemment qu'il y a un travail d'écriture. Je suis écrivaine et c'est fondamental, c'est-à-dire sinon le livre, j'allais dire, n'aurait pas cette allure-là. Oui, ce serait un livre médical, voilà. Voilà, et donc... il n'aurait pas cette esthétique et cette poésie, on va dire. Oui, et puis surtout avec cette maquette qu'a fait Alexandre Mouawad, que je trouve magnifique. Et en fait, dans chaque portrait, il y a plusieurs patients. Il y a peut-être 10 ou 15 patients qui vont se retrouver dans chaque portrait. Je me suis fait avoir, parce qu'effectivement, moi, j'ai pris les portraits tels quels. Alors, vous avez commencé à en parler. Ce livre est né d'une expérience de 10 ans dans un centre médico-chirurgical de l'obésité, dans la ville de Sens. Oui. Et vous étiez la personne qui écoutait. C'est ça. Est-ce que les personnes en situation d'obésité comprenaient pourquoi elles allaient voir un psy ? Certaines, pas du tout. Alors qu'elles avaient besoin d'un nutritionniste ou d'un diabétologue ou de quelqu'un qui allait leur signer un bon pour aller se faire opérer. Oui, c'est pour ça qu'il y a un des personnages, j'allais dire. Oui, c'est la femme de théâtre qui revient. Achille, un des portraits, qui dit « Mais pourquoi je suis là ? Je suis gros, je suis pas fou. » Il dit. Bon, alors... Précisons que la consultation avec moi, les consultations avec moi, parce que je les voyais quand même entre 6 mois et 4 à 5 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et vous avez écouté combien de personnes à peu près pour qu'on se fasse une idée de votre échantillon ? 3000 patients. 3000 patients sur 10 ans. Chaque patient, donc certains, je les ai vus pendant
6 mois ou 8 mois si vraiment il y avait pas à pousser le travail plus loin, mais la plupart je les ai vus pendant 2 ans, voire 4 ou 5 ans, et donc il faisait, au départ il venait parce que c'était inscrit obligatoire dans le parcours de santé, surtout s'il voulait une opération de l'estomac, et puis très très vite en fait, c'est ça qui a été formidable dans cette expérience, c'est qu'il comprenait très très vite en fait pourquoi j'étais là et le sens de ce qu'on pouvait faire ensemble. Vous commencez votre livre par une affirmation. Une personne en situation d'obésité n'est pas une personne grosse. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une personne dépendante. Et qu'est-ce que ça change de dire ça ? Ça change totalement le travail que je pouvais faire. C'est-à-dire, si je m'attache uniquement au poids avec lequel la personne vient, et bien sûr que les gens venaient en disant eh ben voilà, moi c'est 140 kilos pour 1m50, ou moi c'est 280 kilos, ou moi c'est 90 kilos et je fais 1m60, etc. C'est-à-dire ils mettaient des chiffres sur la table et puis ils mettaient des souffrances associées à ce corps qui pesait de plus en plus. Et en fait, si je restais moi sur cette question-là, au fond, je leur aurais dit, comme leur avait déjà dit un généraliste, bah vous savez, il faudrait penser à maigrir. Bon, ce qui n'est pas un scoop, ils le savent bien qu'il faudrait perdre. Et d'ailleurs, vous dites, ce qu'il faut faire pour perdre du poids, ils le savent tous très bien. Exactement. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, d'abord, quand ils venaient nous voir, ils sont quand même en fin de course. Il y a vraiment des gros problèmes qui se posent. Donc, ça veut dire, ils ont fait tous les régimes possibles et imaginables de la Terre. Déjà fait, oui. Déjà fait. Ils les ont parfois très bien faits. Et les régimes sont aussi utiles parfois. Et ils perdent du poids. Sauf que, une fois qu'ils ont perdu le poids, ils sont devant un vide. Parce que le régime, précisément, vous voyez, n'a rien interrogé d'autre que le nombre de kilos sur la balance et le nombre de calories dans les aliments. Ça n'a pas interrogé la relation avec leur corps et avec leur histoire. Donc, ils se trouvent devant un vide. Et ce vide terriblement angoissant, qu'est-ce que je fais ? Je re-remplis mon corps pour le refaire maigrir avec un régime dont on me dit qu'il marche beaucoup mieux que celui que j'avais fait avant. C'est-à-dire, on est quand même dans une société d'hyperconsommation, mais d'hyperconsommation aussi des régimes que de la nourriture. Alors, entendons-nous, le travail des diététiciens, des nutritionnistes est fondamental dans la question du poids et de l'obésité. Mais il n'est pas suffisant. Absolument. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. C'est que la perte de poids est une dimension des obésités, oui, mais c'est pas la seule. Exactement. Et qu'on ne se débarrasse pas d'une obésité si on ne résout que cette question de la perte de poids. Eh bien oui, puisque moi, là, j'ai vu dans les 3000 patients tellement d'hommes et de femmes qui avaient perdu des 15, des 20, des 40 kilos. Une patiente l'autre jour qui disait, en fait, dans ma vie, moi, j'ai perdu 200 kilos et j'ai pris 200 kilos si j'ajoute toutes les... Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez vu énormément et entendu beaucoup de patients sur la durée. Quelle explication, puisque c'est un chiffre qui est tombé il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la journée de l'obésité, donnez-vous à cette explosion des cas de l'obésité dans le monde ? Et vous dites que finalement, ça n'a pas à voir qu'avec la malbouffe. Tout à fait. Et c'est là où on va rejoindre la question de la dépendance que vous avez posée d'entrée de jeu. Exactement. Bien sûr, il y a la malbouffe, il y a des produits transformés qui ont beaucoup trop d'adjuvants caloriques, etc. Il y a le fait scandaleux quand même que tout ce qui est moins gras, moins sucré, moins salé est beaucoup plus cher que le trop gras, trop sucré, trop salé que vont acheter des gens qui sont dans des situations plus précaires et qui vont avoir une double peine, en fait. Donc ça, c'est scandaleux. Mais ça n'est pas uniquement la malbouffe. C'est le fait que nous soyons aujourd'hui dans une société d'hyperconsommation et qui est surtout une société de jouissance immédiate. Mais dans tous les domaines. Et c'est pour ça que je cite cette pub qui était, moi je trouve, magnifique. Sony. Ouais, dans les années 80, où ils disent, vous l'avez rêvé, on ne sait même pas de quoi, Sony l'a fait. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu besoin de le demander ou le désirer, on vous l'a fourgué dans le sommeil. C'est-à-dire, c'est comme la livraison
en 3 minutes. Et donc, on squeeze tout le travail de la demande, tout le travail du désir. Et une société, alors c'est là où on rejoint cette question de dépendance, parce que la grande caractéristique de la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes, cette société ultralibérale, c'est qu'en fait, elle crée des dépendances qui sont extrêmement difficiles à travailler. Parce qu'elles sont très insidieuses. Elles nous concernent tous, hein. On est tous et toutes concernés par ça. Et donc, à partir du moment où je disais l'obésité est d'abord une dépendance, j'allais travailler sur où est-ce qu'elle se forme, cette dépendance, et comment elle se développe. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui lisent mon livre et me disent « mais moi, je n'ai aucun problème de poids, et pourtant votre livre me parle de manière très intime et je me sens très concernée par ce que vous dites. » Ça, j'ai beaucoup de messages me disant ça. Parce que ce sont des dépendances multiples. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui perd 40 kilos, super, une femme, je me souviens, une patiente, elle arrive peut-être à une taille 38 ou quelque chose comme ça. Alors, elle perd 40 kilos par le fait d'avoir changé ses habitudes alimentaires ou par une opération ? Alors là, elle était passée par une opération. D'accord. Donc, parce voilà. que vous avez vu beaucoup de gens qui sont passés par l'opération. Ah oui, les 3/4 des patients demandaient des opérations. Et donc, elle est opérée, elle perd ce poids, elle est toute heureuse, elle peut mettre des fringues qui lui plaisent. Et à ce moment-là, elle me dit, en fait, je suis passée aux achats compulsifs en ligne. Et là, je lui dis, eh bien, vous faites un 38, vous avez perdu 40 kilos, mais de mon point de vue, vous êtes toujours obèse. C'est-à-dire que la dépendance, on va dire la pulsion, elle a changé d'objet, ça n'est plus la nourriture, c'est les achats compulsifs en ligne. Et je sais à ce moment-là, parce que je l'ai vu, c'est que s'il se produit dans sa vie un événement qu'elle a du mal à accueillir, etc., elle va rebasculer sur la nourriture. Et je l'ai vu ça. C'est ce qui fait que aucune opération en tant que telle, je dis bien en tant que telle, ne sortira quelqu'un de l'obésité s'il n'y a pas un travail de fond qui est fait à côté. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, hein, il ne suffit pas de perdre des kilos de graisse pour sortir de l'obésité. Oui. Vous avez parlé de la pulsion, c'est central. C'est central cette question de la pulsion, ouais. Et on verra ce matin effectivement comment vous travaillez dessus. Alors on parle de l'obésité ce matin, je devrais dire des obésités avec mon invité Claudine Huneau. Je rappelle que vous partagez dans un livre que vous venez de publier votre expérience de psychanalyste dans un centre médico-chirurgical de l'obésité dans la ville de Sens, dans laquelle vous avez exercé pendant 10 ans. Vous y avez écouté 3000 patients à l'occasion d'entretiens pendant plusieurs années. Nous avez-vous dit tout à l'heure, des personnes qui étaient là peut-être pour valider aussi la fameuse opération, parce qu'il fallait l'accord du psy pour pouvoir passer. Alors c'est mettre un anneau, soit faire un bypass. Anneau, sleeve, bypass, ballon. Le ballon aussi. Voilà. Oui, donc toutes ces opérations. Et vous dites de ces opérations que seules elles ne résolvent rien. D'ailleurs, le corps est bien fait. Il se rebelle. C'est pas parce que vous lui en coupez un morceau qu'il ne va pas repousser ailleurs. Et c'est ça qu'on a appris avec du recul. C'est passionnant. En fait, vraiment la clinique de l'obésité, la clinique au sens de la pratique clinique de l'obésité, a été pour moi une découverte incroyable, à la fois de la population qui était concernée par ça. Il faut le dire, la population en obésité massive morbide, on ne la voit pas au cœur des métropoles. Elle est beaucoup plus dans les banlieues et dans les campagnes. Il y a aussi une question socioculturelle. Et ça a été une découverte formidable parce que, effectivement, le corps résiste. Mais dire le corps résiste, c'est dire l'inconscient résiste. J'allais dire, on lui fait pas avaler n'importe quoi, l'inconscient. Tant qu'il y a quelque chose de l'histoire... C'est comme les édulcorants. Oui. Tant qu'il y a quelque chose de l'histoire de la personne qui pousse pour être dite, pour être dépliée, pour être comprise, en fait, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. L'estomac, il repoussera. Et alors, très concrètement, moi, j'ai quand même vu des gens qui s'étaient fait poser un anneau, parfois un anneau qui avait été remplacé par un deuxième anneau. Il fallait resserrer en plus. Absolument. Ça a un petit côté joint, quoi. On resserre, on desserre, etc. Un peu trop mécanique.
Puis ensuite, s'était fait faire une sleeve et venait pour un bypass. Ça, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Donc, ça veut bien dire que ce qui s'était passé avec les différentes opérations, qui avait sans doute été une réussite momentanée à court, voire peut-être à moyen terme, ne tenait pas sur la durée. Par contre, j'ai vu des magnifiques métamorphoses de patients et de patientes opérés qui ont fait un long travail préopératoire, post-opératoire, en diète, en nutrition, en psy, et où je les ai accompagnés longtemps après l'opération. Et effectivement, donc c'est des gens qui ont changé énormément de choses dans leur vie. On peut parler de métamorphose, c'est vrai. Et vous l'avez dit tout à l'heure, des obésités, oui, parce que chaque obésité a une histoire. Chaque obésité a une fonction. C'est pour ça, vous voyez, si on prend le patient qui arrive en disant « Mais vous vous rendez compte le poids que vous faites 130 ou 150 ou 280 ?» et si on reste focalisé sur les kilos, c'est là où la culpabilisation va se faire. Je suis coupable de peser si lourd, quoi. Alors qu'en fait... Mais est-ce que ça fonctionne sur les patients en situation d'obésité? Il y a une très forte culpabilité. Oui, mais si quelqu'un, en consultation, vous lui dites, voilà, oh là là, dis donc, vous êtes à 150 kilos, il va falloir faire quelque chose pour votre santé, mon bon monsieur. Est-ce que ça fonctionne? Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous parlez de cette injonction, vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous dites, bah si. Oui, oui, exactement. C'est ça, mais je dois dire qu'on riait beaucoup aussi dans les consultations, parce que l'humour est très important. Et bien sûr que s'il continue, c'est même ce qu'ils viennent me dire d'une certaine manière, et où ils me disent, mais vous savez, il y en a un, je crois que c'est Achille qui le dit à un moment, mais qui va m'arrêter? Faut m'arrêter, vous voyez. Et souvent, les patients disent qu'ils ont parfois, pas toujours, il y a des généralistes extrêmement bienveillants et qui les aident et qui les aiguillonnent, mais il y a aussi des médecins qui, d'entrée de jeu, disent, bon, dites donc, là, il va falloir perdre du poids. Et les patients disent immédiatement, j'ai honte, je me sens coupable, alors qu'en fait, la culpabilité est un des facteurs augmentants de l'obésité. Et si moi, je ne me focalise pas sur le poids, alors je leur dis d'entrée de jeu, mais votre surpoids ou votre obésité, elle a une fonction dans votre vie. Elle a servi à quelque chose. Elle vous a peut-être, à une période de votre vie, sauvé de quelque chose. Elle vous a peut-être permis d'échapper à quelque chose de plus grave. Qui sait? On n'en sait rien. Une obésité, par exemple, qui se déclare sur une atteinte sexuelle dans l'enfance, mais c'est peut-être une protection absolument nécessaire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut juger de ça? C'est pour ça qu'à chaque fois, je leur disais, mais ça n'est ni bien ni mal, et c'est pas une vérité préférable d'être mince. Simplement, il faut qu'on comprenne pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, et que vous soyez libre de choisir, de continuer à élargir votre corps, ou de prendre votre corps en considération et d'accepter d'imaginer qu'il puisse ne plus être obèse. Parce que ça, c'est difficile. La plupart des patients qui viennent au départ n'ont pas d'autre issue que celle, je suis comme ça, je ne peux pas m'imaginer ne plus être obèse. Ce qui conduit, par exemple, des patientes qui arrivent à une taille 38 ou 40 et qui disent, si je vais toute seule m'acheter des fringues, je prends du 50. Parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'elles ne sont plus obèses. Vous voyez, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne voient pas qu'elles ont perdu tout ce poids. Absolument. Absolument. Beaucoup ne se sont pas vus grossir, prendre du poids. Et la plupart, vraiment, la très grande majorité, au moins dans les premiers temps, presque pendant au moins une année, ne voient pas qu'ils perdent du poids. Et je faisais une nuance. Je leur demandais toujours, est-ce que vous sentez la perte de poids? Alors là, ils disent, oui, il y a mon alliance qui tourne autour du doigt maintenant, je commence à perdre un peu mes chaussures, j'ai changé de taille de pantalon, etc. Et après, je leur demandais, est-ce que vous voyez la perte de poids? Et ils disaient non. Vous vous rendez compte comme c'est complexe, comme c'est subtil en fait. Et c'est pas des vues de l'esprit. Ils ne mentent pas, ils trafiquent pas. C'est pas du tout la question. C'est-à-dire quand on se regarde
dans un miroir, moi, si je me regarde dans un miroir, je ne vais pas du tout voir ce que vous voyez quand vous me regardez. Parce que je vais me voir avec toute mon histoire. Et eux, ils se regardent avec l'histoire de leur obésité. Et alors, il y a alors ça c'est intéressant, qui finalement laissent grossir leur corps, mais tant que c'est pas leur visage qui grossit, c'est pas important finalement. Exact. Et c'est à partir du moment où ils grossissent du visage qu'ils disent « Oh là là, là, il y a quelque chose qui s'est passé. » C'est très, très juste ce que vous dites. Oui. Et ça aussi, à un moment, c'était un objet, un objet au sens, un thème dont il pouvait rire, parce qu'il disait, bon, moi, de toute manière, je n'ai plus de glace en pied chez moi, je les ai toutes fait enlever, même si ça emmerde ma conjointe, mon conjoint, etc. Et je me regarde uniquement jusqu'aux épaules. La tête et les épaules, c'est-à-dire que tant que l'image que leur envoie la glace jusqu'à ce niveau-là ne change pas, c'est bon. Oui, exactement. Qu'elle reste acceptable. Et ça reste acceptable. Et puis alors, le déclencheur, c'est très souvent, ça revenait très très souvent, quand quelqu'un prend une photo d'eux, et là, il se voit sur la photo. Et là, ça n'est plus acceptable. Pourquoi ? Parce que là, c'est le regard de l'autre. Ils disent, ah oui, il me voit comme ça. C'est donc que je suis comme ça. Et là, ça a une valeur de réel très, très violente, en fait. Et très souvent, la photo prise par quelqu'un, comme je le dis dans le portrait d'Achille, par exemple, alors là, ça n'est plus possible. Donc là, on décide, on fait quelque chose. Alors, vous dites que quand quelqu'un vient vous voir en consultation, il vient à nombreux. Oui, il vient nombreux parce que une obésité ne se construit pas toute seule. Je pose, c'est une hypothèse de travail, qu'une obésité est une co-construction entre la personne concernée et l'entourage, qui peut être un entourage familial, qui peut être un entourage professionnel, qui peut être une bande de copains, une équipe de je ne sais quoi, même dans certains sports. Enfin, et que c'est plus rare qu'il y ait des obèses dans le sport, mais du moins il peut y en avoir quand ils arrêtent le sport. C'est pour ça que j'avais fait le lancement de mon bouquin au stade Charletti, où Nathalie Lacroix, qui développe toute la culture là-bas, disait mais ça a beaucoup de sens par rapport au corps des sportifs qui quittent la compétition, par exemple. Bon, mais je ne sais plus sur quoi je suis partie. Je vous disais que les personnes qui viennent vous voir en consultation ne viennent jamais seules, elles sont nombreuses. Tout à fait. Même si elles viennent seules, en fait. Oui. Absolument. Parce qu'en fait, il y a le regard du conjoint. Bon, ça peut être violent, mais le conjoint qui peut dire, et une fois ça s'est dit devant moi, un couple qui était là, je te tiens par tes kilos. Mais c'est dit aussi... Mais le mari aimait ça, hein ? Mais bien sûr. Enfin... Mais complètement. Et c'est aussi une sécurité. La patiente patiente, de mémoire, ne voulait pas mincir parce qu'en fait, perdre du poids parce que son mari l'aimait comme ça. Exactement. Ou ça pourrait signifier une séparation. Mais entre des parents des enfants, par exemple, j'ai eu ce cas d'une patiente de 18 ans dont toute la famille était obèse, les parents et le frère. Et quand elle décide de faire ce travail avec moi, sans opération, il y a une violence qui se déclenche de la part des parents, en particulier du père et du frère, qui ne supportent pas de la voir choisir un autre mode de vie et un autre corps, en fait. C'est comme si elle quittait le clan. Elle quittait, finalement, elle trahissait. L'histoire familiale. Tout à fait, tout à fait. Mais un autre exemple, Achille, cet infirmier dont je parle, et qui dit, mais moi, dans le service, je suis doudou, moi. Je rassure tout le monde. Et quand il dit, mais qui je vais être sans mes kilos ? Mais alors, je serai plus doudou. Quelle place je vais avoir ? Il y a une question de place qui est fondamentale dans la sortie de l'obésité, parce qu'effectivement, on n'aura plus la même place. Quand on perd du poids, on perd du moi. Oui. C'est dans votre livre. Exactement. Ouais, tout à fait. Bon. Nous parlons des obésités ce matin avec mon invité Claudie Huneau qui a écrit « Je me petit suicide de chocolat à l'écoute de l'obésité ». Votre éditeur, c'est le Nouvel Attila. Et il y a une phrase qui revient dans toutes les consultations. Écrivez-vous « Je fais passer tout le monde avant moi ». Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase ? Ça veut dire que très souvent, il y a
la dépendance à la nourriture, à la pulsion orale, une dépendance autre, une dépendance aux autres, une dépendance à quelqu'un, ou à quelque chose, ou à un événement. Alors, pour être plus concrète, effectivement, la plupart des patients disent, mais vraiment presque en majorité, je fais passer tout le monde avant moi, donc je n'ai pas de temps pour moi, donc je n'ai pas de temps pour mon corps, donc je n'ai pas de temps pour manger, donc je ne peux pas m'en occuper. Et ben voilà ce que ça donne, maintenant j'en suis là, puis je me dis que je ne peux plus continuer comme ça. Bon. Et donc, là encore, on travaille, moi je les appelle en fait à questionner, mais pourquoi ils se dépensent vers autrui ? Je pousse même plus loin, ça peut paraître un peu sacrilège. À quoi leur sert autrui finalement ? Est-ce que autrui leur sert à éviter la rencontre avec leur corps ? Est-ce qu'autrui leur sert à éviter de rencontrer ce corps et de s'occuper de son corps, mais ce qui veut dire à ce moment-là de rencontrer l'histoire de ce corps. Parce que ce corps, peut-être qu'il a été aimé, trop aimé, comme disait une patiente, moi toute petite, j'ai été couvée d'angoisse, avec beaucoup d'amour, mais elle était couvée d'angoisse. Bon. Ou est-ce que ce corps, il a été maltraité ? Est-ce que ce corps, quand on dit à quelqu'un, ah bah tu sais, toi t'es un oubli de pilule, ça fait quoi dans le corps, ces mots-là ? Et qu'est-ce qu'un enfant peut entendre quand il a, je sais pas moi, 10 ans, 12 ans, ou cet autre exemple que je donne aussi d'une femme et qui tout d'un coup, dans une séance, se souvient que son père lui disait, bah toi t'es un retour d'Algérie. Qu'est-ce que la petite fille de 6 ans comprend et qui semble la définir ? Tu es un retour d'Algérie. C'est pour ça qu'à un moment, je pose la question, est-ce que les mots font grossir ? Et je dis oui, les mots font grossir. Les mots, les MOTS. Hein. Ouais, les MOTS. Et donc, à ce moment-là, il y a une dépendance à l'histoire qui fait que la personne s'est constituée dans un récit et dans laquelle elle s'est enfermée. Et vous invitez, vous, les personnes en situation d'obésité à revenir au corps réel. Qu'est-ce que vous appelez, vous, le corps réel ? Alors, le corps réel, eh bien, c'est celui c'est celui qu'il s'agit de voir. Quand vous disiez tout à l'heure, tant que ça ne touche pas le visage, presque au fond, on peut encore être dans une dénégation de ce corps. C'est lourd, mais on s'en occupe pas trop. Et là, il s'agit de revenir au corps réel, au contour réel de ce corps. C'est pour ça que, par exemple, très rapidement, je leur demandais de se masser après la douche, quand ils voulaient, mais de reprendre contact avec les contours de ce corps. Et il y a notamment, dans un des portraits que je fais, il y a une patiente qui dit, mais si vous savez comme je vous déteste quand je me masse, parce que je le fais, mais quand j'ai ces boules de graisse de mon ventre dans mes mains, et elle dit, mais je vous déteste à ce moment-là, et je vous déteste encore plus si la nuit précédente, je me suis relevée pour manger. Et je le sais, donc je savais que c'était une chose difficile que je leur demandais, mais qu'ils faisaient. Ça, c'est un exemple. Il faut donc reprendre contact avec son corps, donc le toucher, oui, et le voir. Accepter de le voir, voilà. À l'aller et au retour, parce que vous dites que c'est aussi compliqué de le voir quand on est en situation d'obésité, oui, que quand on a perdu du poids. Absolument. C'est-à-dire de le voir dans son changement et dans tout ce qui ne va peut-être pas être très agréable de ce changement. Les personnes qui perdent rapidement du poids après opération, eh bien, la peau pend en fonction de leur âge, de la texture de leur peau. Il se peut que la peau pende beaucoup. Ça n'est pas très agréable. Alors, habillées, les personnes finissent par avoir l'image qu'elles désiraient. À poil, c'est pas du tout le cas, et donc ça peut être très dur. Et ça, on travaillait cette question-là pour qu'elles acceptent. Ben maintenant, comment on va faire avec ça ? Et le corps réel, ben c'est aussi l'histoire de ce corps qui porte une histoire. Ce corps qui peut être, c'est une expression qui est beaucoup revenue, mais ce corps où peut-être, eh ben il y a certains parents décédés
qui sont enterrées finalement, comme cet Achille qui dit en fait ma mère morte il y a 30 ans, en fait je l'ai dans le ventre. Donc oui, ça revient à la question, ils sont nombreux. Il dit qu'il est enceinte depuis un petit moment. Ouais. C'est ça. Et ils sont nombreux les patients. Il y a tous ceux qui ont co-constitué cette obésité avec eux finalement. Les patients en situation d'obésité aiment-ils manger ? Non. C'est un paradoxe que j'ai découvert avec eux. Alors là, j'aimerais que vous nous parliez de la question de la pulsion, Oui. Ce qui pousse les gens à manger. Alors, vous employez quasiment pas le mot compulsion, Non. mais le mot pulsion. Alors pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, la pulsion, et c'est ça qui est très très étrange, et je pense que les neurosciences, dans l'avenir, sans doute, vont pouvoir nous renseigner sur peut-être ce qui se passe dans la période prénatale. C'est quand même très étrange qu'un fœtus, à 5-6 mois de gestation, mette le pouce dans la bouche. On le voit par échographie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'il y ait déjà un contact et une attirance, est-ce qu'on peut dire ça, entre ce pouce et ce trou de la bouche. Alors, la pulsion orale, elle fait partie de ce qu'on appelle les 3 pulsions primaires. Donc, je vais dire des choses un tout petit peu théoriques. Ah, je sens que Freud va arriver. Je vais être le plus simple possible et le plus clair possible. Mais il y a la pulsion orale, donc toute l'excitation de ce trou-là de la bouche. Cette excitation qui court autour de ce trou. La pulsion anale et la pulsion sexuelle qui va se déclencher aux alentours de, on va dire, 12-18 mois, peut-être un peu plus. Bon, en fait, la pulsion orale, donc moi, c'est une question que je me pose, ça a été une hypothèse de travail. Dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait une prépulsion orale avant même la venue au monde? Ça, c'est une question qui est ouverte et je n'aurai pas la prétention de conclure là-dessus parce que ça demande vraiment des études approfondies. Mais qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, des patients qui disent, et il y en a des phrases comme ça dans mon livre, j'ai toujours besoin d'y mettre quelque chose là, dans ce trou, du salé, du sucré, qu'importe, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Cet autre patient qui disait, vous savez que ma mère, quand elle me mettait la tétine quand j'étais petit, elle mettait de la confiture dessus pour qu'être sûre que ça colle bien. Alors, vous voyez ce qui se passe entre ce trou, qui est aussi le trou fait pour parler, donc pour adresser quelque chose vers l'autre, et pour dire quelque chose de soi, ce trou est aussi quelque chose qu'on va boucher à un moment, notamment avec cette fameuse tétine, et ce trou où on va avoir besoin de sentir des choses. Alors, on entend bien que quand ils mettent quelque chose dans la bouche, c'est pour sentir ça au niveau de la langue et des lèvres. Parce que quand c'est déjà dégluti et dans l'estomac, déjà, ils s'en veulent terriblement de l'avoir bouffé et ils se sentent coupables. Donc, la question, elle est vraiment de qu'est-ce qui se passe au niveau de ce trou. Comme si de sentir quelque chose sur les lèvres, sur les bords, on voulait précisément, oui, faire un bord à quelque chose. Vous dites de la pulsion qu'elle est insatiable. Ce qui caractérise la pulsion, c'est que jamais, c'est presque ce qui pourrait la définir, c'est qu'elle ne peut jamais être satisfaite. Sinon, si elle est satisfaite, c'est que ça n'est plus une pulsion. C'est-à-dire que la pulsion appelle une satisfaction. Mais qui n'arrivera jamais. Vous voyez même sur le moment, si on cède à sa pulsion, on n'est pas satisfait, c'est ça ? Ben, exactement. Les patients qui disaient je vais y retourner 15 fois, 20 fois au frigo, au placard. La patiente l'autre jour qui me dit... C'est pour ça que quand on mange une boîte de gâteaux sans s'arrêter, finalement, on n'est pas satisfait, quoi. Finalement, on n'en retire aucun plaisir. Exactement. Vous voyez la différence entre le besoin. Là, si j'ai soif, je prends cette bouteille d'eau, je bois, la soif s'arrête. Si je suis dans une envie pulsionnelle de manger quelque chose, en fait, le fait même de le manger va alimenter la pulsion. Alors, ce qui caractérise la pulsion, mais j'essaye d'être concise, c'est que la pulsion, elle répond à l'angoisse.
C'est pour ça que je vous dis, la dépendance à la nourriture, j'ai découvert qu'elle allait presque toujours à une dépendance avec un événement qui n'est pas passé, peut-être un décès, même il y a 30 ans, un événement dans sa vie, un licenciement, une atteinte sexuelle, une maltraitance, ou un événement très très heureux, mais qui a produit un effet de sidération, peut-être, on n'en sait rien. En fait, comme si les patients étaient restés, au niveau de l'inconscient, si vous voulez, étaient restés suspendus à ce moment. Exemple, alors là, il y a une phrase qui est géniale d'une patiente qui dit « Tant que je mangerai des tartines de Nutella, ça sera possible que mes parents n'aient pas divorcé. » Elle est extraordinaire, cette phrase, parce que elle dit, dans une contraction des temps, entre le passé et le présent, voire le futur, je continuerai à manger du Nutella, elle dit le travail de l'inconscient, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si elle pouvait rabouter le présent à un avant-coup du divorce. Tant que je mange des tartines de Nutella, ce que je mangeais quand j'étais petite fille, avant qu'il divorce. Donc je maintiens la possibilité, délirante bien sûr, qu'il n'ait pas divorcé. Et vous relevez cette autre contradiction, c'est que vouloir perdre des kilos de graisse et avoir peur de ne plus être obèse, eh bien, c'est contradictoire et pas du tout. Alors, il y a une contradiction, mais c'est tout à fait possible, effectivement. C'est-à-dire, des patients qui veulent perdre des kilos, bah oui, parce qu'ils vont être plus légers, ils auront moins de mal aux genoux et ils s'habilleront mieux, comme ils veulent. Mais tout le changement que ça va impliquer, c'est-à-dire, par exemple, ces femmes qui peuvent dire, bah avant, j'étais la bonne grosse copine, celle dont on ne craint rien parce que j'allais pas draguer les mecs de mes copines, celle qui était toujours sympa. Alors ça, ces mots-là, je les ai tellement entendus. La grosse rigolote, parce qu'on a l'impression qu'il faut être rigolote, parce que sinon, si on n'est que grosse, c'est pas acceptable. Mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Et je ne vais plus avoir cette place-là. Alors, quelle place je vais avoir ? Et il y a cette ambiguïté de quand le corps recommence à trouver notamment des formes féminines, enfin, où les formes se dégagent d'une masse de graisse. Alors là, ce que disaient beaucoup de patientes, mais là maintenant, je vois que les hommes me regardent autrement. C'est vrai qu'en consultation, vous avez rencontré essentiellement des personnes en situation d'obésité qui venaient consulter pour se faire opérer. Oui. Mais est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes obèses heureuses ? Alors, ça c'est une question difficile. Il y avait, et pour moi c'était essentiel, c'est que très vite, dès la peut-être deuxième consultation, il y avait du désir qui revenait et donc une aptitude au bonheur. Ouais. Votre livre s'appelle « Je me petit suicide au chocolat ». Alors c'est un bel objet, je tiens à le dire, avec une très belle mise en page, à l'écoute de l'obésité, le nouvel Attila. Mais il est vraiment très réussi votre livre. Hein. Claudine Huneau, vous étiez notre invitée. Merci du moment qu'on a passé avec vous en votre compagnie à vous écouter. On réécoutera l'émission en podcast sur beurrefm.net, mais aussi sur toutes les plateformes de téléchargement qui accueillent les programmes de Beurre FM. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur Beurre FM.